Concernant les politiques, c'est vrai, c'est grave et c'est eux. C'est marrant. On va parler du procès Le Pen, ou plus exactement du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national qui s'est ouvert en appel mardi dernier. C'est intéressant parce que on a vu, au cours de ces 3 jours, un changement de stratégie chez Marine Le Pen et plus généralement chez les différents accusés. Voilà un article du Monde qui en parle par exemple. Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen change sa ligne de défense. La députée du Pas-de-Calais, condamnée en première instance à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés, a cessé de clamer son innocence pour admettre qu'elle avait peut-être involontairement commis un délit mais que le Parlement européen n'avait jamais donné l'alerte. Tiens donc, il n'est plus question de contester la légitimité de la Cour au nom de la séparation des pouvoirs, il n'est plus question de nier toute infraction ou d'assurer que les assistants n'ont fait qu'un travail politique pour leurs députés, à Paris ou à Strasbourg. Donc tout ça, c'est ce que Marine Le Pen disait en première instance. Moi, je suis désolé, mais un assistant parlementaire qui assiste un élu, eh bien, il fait de la politique parce que son élu fait de la politique. Cette stratégie adoptée en première instance n'avait pas payé. Le 31 mars 2025, les juges ont estimé que Marine Le Pen, comme la plupart de ses coprévenus, avait détourné les fonds publics européens en salariant des assistants parlementaires en réalité affectés selon l'enquête à d'autres tâches. Une condamnation qui a valu à Marine Le Pen une peine de prison ferme assortie d'une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Et là, c'est cette phrase-là qui est folle. Si un délit a été commis, et tout le monde semble dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre, dit la députée du Pas-de-Calais devant la Cour d'appel. Mais je veux que la Cour sache qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas le sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsque, en 2004, 2009 puis 2014, nous avons embauché nos propres assistants puis mutualisé ces assistants. Patrick Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen, observe après l'audience, c'est déjà reconnaître qu'il y a eu un délit. Si tant est qu'une faute ait été commise, a déclaré Marine Le Pen, le Parlement européen n'a pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer alors qu'il avait connaissance de l'ensemble des éléments constitutifs de ses contrats, notamment ceux de Thierry Légier, le garde du corps du RN, embauché comme assistant parlementaire. Bref déclaration, mûrement réfléchie, qui recentre la stratégie du parti, : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, relève l'article 121-3 du Code pénal. On va en parler juste après. L'ancien trésorier du parti, Valéran de Saint-Just, a souligné qu'il avait la conviction de ne jamais avoir commis d'acte de complicité de détournement de fonds publics et qu'il n'avait en tout cas pas eu l'intention d'en commettre. Louis Alliot, maire de Perpignan, a quant à lui le sentiment de n'avoir ni été compris ni totalement entendu par les juges de première instance et souhaite désormais présenter son cas tel qu'il a pu le vivre. Même son de cloche chez l'eurodéputé Nicolas Bay, qui a parfaitement compris l'accusation mais a l'impression de ne pas avoir été du tout compris par le tribunal. L'ancien assistant parlementaire Julien Audoul, aujourd'hui député de Lyon et porte-parole du RN, qui avait semblé avec un sourire crispé nier l'évidence en première instance, a eu lui aussi le sentiment de ne pas avoir été suffisamment clair et de ne pas avoir été compris. La ligne est donc claire, l'intention de commettre un délit fait défaut, les prévenus sont peut-être responsables, mais assurément pas coupables. Avant de rentrer dans la défense qui est intéressante, moi il y a cette phrase sur laquelle je voulais revenir avec vous. Alors, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, relève l'article 121-3 du Code pénal. Ça doit être bordé, ouais, c'est bien ça. Hein. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions. Donc eux, leur défense, vous l'avez vu, c'est de dire on a peut-être commis un délit, mais on savait pas qu'on n'avait pas le droit, et donc, comme il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas coupables. Il suffit de lire 2 paragraphes plus loin pour se rendre compte que cette ligne de défense est fragile, puisque il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions. On peut très bien dire que, à partir du moment où tu recrutes le garde du corps du président du parti, voire son majordome, sans prendre la peine auparavant de regarder juste si c'est légal ou non, on peut imaginer que la défense soit fragile. Quand tu lis l'article, il est quand même relativement clair. S'ils sont capables de montrer qu'ils ont cherché à savoir auprès du Parlement européen s'ils avaient le droit ou non, et que le Parlement européen leur a pas répondu, s'ils sont capables de montrer ça, peut-être qu'effectivement, ils peuvent s'en sortir un peu mieux qu'en première instance.
ça va être difficile. On rappelle que un des assistants parlementaires, en l'occurrence Julien Audoul, a envoyé un mail disant les gars, ce serait pas mal quand même qu'on me présente à ma députée, alors qu'il travaillait depuis des mois auprès du Rassemblement national. Quand les prévenus eux-mêmes ont laissé des traces numériques montrant que eux-mêmes se demandaient si tout ça était bien légal, venir plaider le « on savait pas et on a fait tout ce qu'on a pu pour vérifier », ça me semble fragile. Il y a un seul axe de défense, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est la stratégie, puisque c'est le terme que vous souhaitez utiliser, la stratégie qui est la mienne, dire la vérité, comme je l'ai fait en première instance, en espérant être mieux entendu en appel. En réalité, pourquoi Marine Le Pen plaide-t-elle cela? Pour 2 raisons. La première, c'est que les preuves sont tellement accablantes que la conclusion du 2e procès a très peu de chances d'être différente de la conclusion du premier. Oui, il y a bien délit. Et il y a bien délit massif pour des millions et des millions d'euros. Ils savent bien que la conclusion du procès risque d'être la même. Ils cherchent un nouveau refuge. Et donc ça apparaît comme un nouveau refuge. Si vous voulez, c'est une manière de se dire la première stratégie de défense a échoué, essayons la 2e stratégie de défense. Non pas on n'a rien fait, mais on savait pas. Oh putain, attendez. Attendez. Il y a une citation de Marine Le Pen qui vient de me revenir. Devant vos yeux ébahis, la malice. Vous savez, la classe politique me fait parfois penser aux délinquants dans les prétoires correctionnels que j'ai pu fréquenter comme avocat. C'est toujours les mêmes arguments. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas moi. 3, c'est pas grave. Concernant les politiques, c'est vrai, c'est grave et c'est eux. C'est marrant. Oh, ça colle parfaitement. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas moi. 3, c'est pas grave. Là, la défense, en première instance, c'était c'est pas vrai. En appel, la défense, c'est pas moi. D'accord, il y a délit, mais c'est le Parlement européen qui a pas fait les bons contrôles. Et en cassation, la défense, ce sera bon, c'est pas grave, c'est bon. Le contre son camp historique. Cet été, c'est-à-dire au moment où la Cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce changement de plan? Pour 2 raisons. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que ils espèrent s'en sortir un peu mieux avec cette ligne de défense en appel qu'en première instance. Il faut qu'ils soient capables de démontrer qu'ils ont fait toutes les diligences normales, compte tenu de la nature de leur mission et de leur fonction, pour s'assurer que les embauches en question étaient légales. Je vois pas comment ils démontreront ça. Mais en fait, la vraie raison, c'est pas celle-là. La vraie raison, c'est que, souvenez-vous, à l'époque, le tribunal avait non seulement condamné Marine Le Pen pour les délits commis, mais le tribunal avait décidé de l'exécution provisoire, notamment parce que, disait le tribunal, il n'y avait pas eu chez Marine Le Pen ni chez ses coprévenus le début du commencement d'une prise de conscience que ce qu'ils avaient fait était mal. Le tribunal disait, si on a des responsables politiques qui ont commis des délits de détournement de fonds massifs, plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui nous disent que non, ça n'est pas vrai, ce ne sont pas des délits, ils n'ont rien fait de mal, et qu'une partie d'entre elles et d'entre eux sont encore en poste et en mesure de commettre les mêmes délits ou des délits similaires. Alors, la gravité de tout cela est encore renforcée et l'exécution provisoire s'impose. Et en fait, je pense que Marine Le Pen ici change de stratégie de défense pour que la cour d'appel ne puisse plus lui reprocher de ne pas avoir pris conscience de ce qu'elle a fait. Chez Marine Le Pen, il y a une volonté de contourner cet argument, d'essayer de faire en sorte que ça se passe un peu mieux en appel, en se disant peut-être que je serai à nouveau condamné même à une peine d'inéligibilité, mais peut-être, se dit-elle sans doute, peut-être qu'en concédant que d'accord, j'ai bien compris que j'avais fait quelque chose de mal et donc je ne recommencerai plus, peut-être, se dit-elle, il n'y aura pas cette fois-ci d'exécution provisoire. S'il n'y a pas d'exécution provisoire de la peine, alors elle peut faire traîner le pourvoi en cassation pendant des mois et des mois. Et en faisant traîner le pourvoi en cassation pendant des mois et des mois, elle peut concourir à la présidentielle de 2027. Et si elle est élue présidente en 2027, elle devient immédiatement sous le coup d'une immunité. On avait fait un schéma à l'époque et on avait vu qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et que si Marine Le Pen est condamnée à nouveau à une peine d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire en appel, il ne va pas de soi que l'exécution provisoire ne se maintienne pas néanmoins, vu qu'elle a été prononcée en première instance. Jusqu'à présent, j'ai fait une analyse assez froide de sa stratégie. Je me permets juste de quitter ce point de vue surplombant pendant un instant pour remarquer que Marine Le Pen et ses coprévenus
ont passé des mois et des mois à mettre en cause la justice, à expliquer que les juges étaient politisés, C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. à expliquer qu'ils n'avaient strictement rien fait de mal, qu'il n'existait aucune infraction. Nous sommes non seulement totalement innocents des faits qui nous sont reprochés dans cette affaire, nous parlons là d'un désaccord administratif sur la manière dont travaillent des assistants au Parlement européen. Que la justice était à ses trousses et que d'une manière générale, l'institution judiciaire dans notre pays ne fonctionnait pas et allait devoir être mise au pas. Des mois et des mois durant, elle a répété ce récit, cette narration, avec des conséquences pratiques fondamentales. Je vous rappelle que la présidente du tribunal correctionnel de Paris a été menacée de mort par des fanatiques du Rassemblement national qui ont trouvé que c'était une bonne idée de s'attaquer à une magistrate. Je vous rappelle que ces prises de parole de Marine Le Pen ont déclenché derrière dans les médias, sur CNews, dans la bouche de Pascal Praud. 3 juges en France décident d'une élection présidentielle. Chez Éric Zemmour. J'expliquais que les juges étaient en train de prendre le pouvoir sur la politique et étaient en train de détruire la démocratie pour la transformer en théocratie, c'est-à-dire où ils seraient les grands prêtres du pays. Chez Nicolas Sarkozy plus tard. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Bref, cette position de Marine Le Pen a déclenché derrière dans le débat public une remise en cause générale de la justice dans notre pays. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Je vous rappelle que non seulement le tribunal correctionnel de Paris a été attaqué, l'indépendance des juges a été attaquée, le respect dû aux tribunaux a été attaqué, mais même au-delà, le Conseil constitutionnel a été attaqué. Éric Zemmour s'est servi de tout cela pour dire que, vous voyez, les juges sont politisés, notamment les juges du Conseil constitutionnel, il faut donc abattre tout cela. Le Conseil constitutionnel est devenu une espèce de théocratie, de grands prêtres qui dirigent tout, qui se mêlent de tout, qui imposent les choses au gouvernement et qui ont remplacé le gouvernement et le Parlement, en tout cas qui le dirigent. En d'autres termes, Marine Le Pen, au prétexte qu'elle n'aurait commis aucun délit, qu'il n'y aurait aucune preuve contre elle, que tout cela serait un complot, qu'elle n'aurait rien à se reprocher, que tout le monde le saurait, elle a initié une croisade contre l'institution judiciaire. Et même plus généralement une croisade contre l'état de droit, qui est, je le répète, un des piliers les plus essentiels de la démocratie. Un pilier qui, justement, est déjà aujourd'hui attaqué, violemment, par des idéologues d'extrême droite qui veulent mettre en place clairement un régime fascisant en France. Éric Zemmour. L'état de droit, c'est pas la même chose. C'est le juge qui détermine en fonction des principes, qu'il interprète de lui-même, à propos de vagues textes dans les déclarations des droits de l'homme dont il fait ce qu'il veut. Et il dit, voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, ça ce n'est pas la démocratie. Bruno Retailleau. Dans un entretien au JDD, Bruno Retailleau évoque les mesures à prendre en matière de sécurité et d'immigration après le meurtre de Philippine. L'état de droit, ça n'est pas intangible, ni sacré. Pascal Praud a relayé ces attaques. Que la justice ait mis en branle cette enquête durant des mois, sous l'impulsion entre autres de Mediapart, que le procureur réclame l'inéligibilité d'une potentielle présidente de la République éveille le soupçon. Je me dis que la justice est peut-être moins indépendante qu'elle devrait l'être. L'ombre d'un règlement de compte politique plane sur le réquisitoire prononcé hier. Aujourd'hui, la justice est sous le coup d'attaques qui sont des attaques volontaires, qui sont sciemment dirigées dans le but d'abattre les tribunaux qui sont un des rares contre-pouvoirs qui pourraient s'opposer à une pente fasciste en France, et notamment le premier d'entre eux, le Conseil constitutionnel. Et donc, c'est au nom d'un délit qui serait aberrant, exubérant, inexistant que Marine Le Pen a mené cette croisade. Aujourd'hui, elle nous dit « ouais, en fait, ouais, d'accord ». Quelque part, si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Ces gens-là sont non pas des pompiers pyromanes, mais des pyromanes tout court. On voit bien qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait qu'elle attaquait la justice sur des fondements absolument scandaleux. Elle savait qu'elle attaquait les juges sur des fondements inexistants. Elle savait qu'elle mettait en danger l'état de droit. Non seulement elle l'a fait sciemment, mais au-delà de le faire sciemment, elle l'a fait à dessein. Je vous rappelle que la première chose que veut faire Marine Le Pen quand elle arrive au pouvoir, si elle y parvient, c'est une réforme constitutionnelle pour saper les fondements de l'état de droit en France.
Alors elle dit qu'elle veut faire une réforme constitutionnelle pour qu'elle puisse derrière faire un référendum sur l'immigration. C'est pas du tout que cela qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, c'est une réforme constitutionnelle pour saper les fondements de l'état de droit en France. Je vous rappelle que Pierre Gentillet, candidat RN aux dernières législatives, disait clairement que, parvenu au pouvoir, la première chose qu'il ferait, c'est mettre au pas le Conseil constitutionnel pour pouvoir faire voter des lois raciales. Nous voulons nous affranchir par exemple de certains traités, de certaines normes qui nous empoisonnent. Eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Donc moi, tout ça, ça me fait pas rire. Au-delà de l'anecdotique et de l'analyse froide de leur stratégie politique, tout cela, ça ne me fait pas rire. La mise en cause violente de la justice, hier par Marine Le Pen, aujourd'hui encore par Nicolas Sarkozy, elle a des conséquences, elle installe une petite musique dans le débat public, elle installe la petite musique bien relayée par CNews, qu'il y aurait un gouvernement des juges, que le Conseil constitutionnel serait corrompu, que les juges seraient tous rouges, idéologisés, et qu'il faut se séparer de tout cela. Se séparer des tribunaux et au-delà du Conseil constitutionnel, c'est précisément supprimer les rares garde-fous qui pourraient protéger la France contre une pente fasciste si ceux-là, les Zemmour, Retailleau, Le Pen et Bardella, parvenaient au pouvoir. Je le dis en pleine connaissance de cause, ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est que précisément les tribunaux sont les derniers garde-fous qui protègent la démocratie américaine d'un versant clairement dictatorial. Aujourd'hui, aux États-Unis, les dernières institutions qui tentent, parfois avec succès, de s'opposer à Donald Trump, ce sont les tribunaux. Je crois que ce précédent-là devrait être pour nous riche d'enseignements. Et comme je vous le dis toujours, quand quelqu'un attaque la justice, je crois qu'on doit toujours dresser l'oreille, toujours s'en méfier et que c'est toujours grave. Et un jour, rassurez-vous, on parlera de Sophia Chikirou. Je crois que c'est toujours grave. Et voir aujourd'hui Marine Le Pen, après avoir attaqué la justice pendant des mois et des mois au motif qu'il n'y a évidemment aucun délit, nous dire tout d'un coup « ouais, bon d'accord, il y a délit ». Pardon, mais moi ça me fait pas rire. Et j'espère que ça ne fera pas rire non plus les juges de la Cour d'appel.